Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind Cash, vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche matin et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble avec vous pour parler de la bourse, de l'économie et des grandes actualités boursières et économiques qui ont eu lieu cette semaine. Donc je suis désolé, j'ai un peu disparu cette semaine parce que bon, j'ai eu beaucoup de choses à faire et notamment d'ailleurs pour le projet Option Invest sur lequel je travaille à fond actuellement. Donc, et cette semaine n'a pas été spécialement super intéressante du point de vue boursier. Bon, c'est vrai que les marchés ne me donnent pas raison. Vous savez, si vous avez suivi la précédente vidéo, que j'ai vendu quasiment tout mon portefeuille actuellement. C'est pas une raison un petit peu alarmiste que j'ai actuellement, c'est surtout parce que je passe chez un autre broker. Donc, j'ai abandonné le broker Saxo Bank et partiellement le broker des Giro pour passer chez Interactive Brokers. Donc, je vais vous enregistrer une vidéo à part sur les brokers, pourquoi j'ai pris cette décision. Je vais essayer de faire l'analyse aussi des brokers existants, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait une vidéo comme ça. Il y en a eu au tout début de la chaîne Mind Cash que je fais une vidéo sur différents brokers, mais il faut obligatoirement les rafraîchir. En plus, si je vais maintenant lancer un projet pour les options, là nous allons parler des stratégies optionnelles et des différents instruments beaucoup plus complexes. Dans ce cas-là, il faudra avoir un broker adapté pour ceux qui voudront me rejoindre sur ce projet. Je vais commencer cette vidéo par vous montrer mon portefeuille actuel. Donc là, je sais que ça fait un moment que je n'ai pas montré les lignes dans mon portefeuille parce qu'à un moment donné, mon portefeuille est devenu vraiment très gros, j'avais beaucoup de lignes. Maintenant, j'ai vendu quasiment la plus grosse partie de mon portefeuille et aujourd'hui, je vous présente ceux qui me restent, ceux que je n'ai pas encore vendus et peut-être je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas vendus. C'est peut-être aussi intéressant pourquoi j'ai vendu les autres valeurs mais pas celles que vous voyez sur votre écran. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'il faut obligatoirement s'inscrire à la chaîne Mind Cash. N'oubliez pas, s'il vous plaît, les likes. Je sais que c'est un peu chiant que je répète à chaque fois la même chose. Moi-même, ça me dérange aussi, mais pour moi, les likes, c'est vrai que c'est super important. La chaîne est gratuite, donc pour vous, ça coûte rien. Pour moi, c'est vraiment une réelle aide dans le développement de la chaîne. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup de personnes qui font payer leurs abonnés pour présenter leur portefeuille, pour donner les infos que moi j'essaie de donner gratuitement. Donc, je pense que quand même, ça mérite un like ou un dislike. D'ailleurs, pour ceux qui mettent les dislikes, rarement je reçois les commentaires. Qu'est-ce qui va pas réellement? Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est une chose. Dans ce cas-là, je serais ravi d'en discuter aussi dans les commentaires, s'il vous plaît, à la vidéo, parce que ça également, ça permet d'avoir les vidéos un peu mieux référencées par YouTube. Et j'espère que ça ne coûte pas grand chose de mettre un like pour une vidéo parce que c'est vrai que ça aide beaucoup de point de vue développement. Donc pour le portefeuille que j'ai actuellement, donc j'ai toujours du Tencent. Tencent j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et je ne sais pas combien de temps je vais encore garder. Le temps que j'ouvre mon portefeuille, je fais tous les virements, je prépare l'environnement de Interactive Brokers. En plus je ne suis pas très habitué encore, donc il faut que je mette un petit peu de temps pour se mettre à l'aise. Pour l'instant je le garde, je ne pense pas que cette valeur va chuter. Je l'ai pris pas trop cher, elle est passée dans le rouge à un moment donné. Maintenant ça me fait 1%, bon pas grand chose. Allogène, ça c'était une action de biotech qui est spécialisée sur les CAR-T technologies, donc ça c'est les médicaments pour le traitement du cancer. Malheureusement elle est dans le rouge, mais c'est une action volatile évidemment et je vais la reprendre certainement quand je vais préparer le compte Interactive Brokers. Je vais migrer cette position, elle n'est pas très grosse. Voyager Digital, ça c'est une valeur, la plateforme des cryptos. Vous voyez, donc là je me suis mis à investir dans les plateformes de crypto. Je trouve qu'elle est beaucoup moins valorisée que Coinbase. Et au niveau des revenus opérationnels, quand même, je l'ai trouvé plus intéressant. Donc là, vu la débâcle des cryptos, et il reste très négatif. Donc là, c'est une valeur que je vais céder, j'imagine, donc j'attends que probablement elle va remonter encore un petit peu, mais j'ai juste 1% de mon portefeuille qui est dedans. Donc je trouve ça assez beaucoup d'ailleurs pour ce type de valeur. En général, j'achète même pour un demi%. Bon, après, chacun voit. Moi, je trouvais ça comme une opportunité à l'époque. Je me suis trompé, tant pis. Donc, Citrix, aussi une valeur que je ne l'ai pas vendue parce que je ne comprends pas très bien pourquoi cette valeur elle est mal aimée par le marché.
elle est performante, elle est rentable, elle est tout à fait en ligne avec la nouvelle époque, donc avec les télétravail, etc., etc. Donc, vous savez, partout où je travaillais en tant que consultant, c'était principalement des banques ou des sociétés du trading. Partout, mais vraiment sans aucune exception, on utilisait Citrix pour les connexions à distance. C'est quand même incroyable. Je pense que le pricing de cette entreprise n'est pas en ligne par rapport à ses déjà acquis et par rapport à ses potentiels. Donc là, on va voir rapidement ces ratios. On va faire vite fait sur Investing parce que c'est pas la vidéo qui est consacrée à l'analyse de mon portefeuille. Donc PE 35, c'est pas énorme pour l'année 2021. Donc là, on sait parfaitement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont les PE bien plus élevés. Price to sales 4,5, c'est tout à fait raisonnable pour le secteur également. Mais vous voyez, les marges sont juste énormes. Genre la marge brute à 83%, 85% en moyenne sur 5 ans, et la marge nette, elle est déjà à presque 20% en moyenne sur 5 ans. Donc après, j'avoue que j'ai pas trop suivi les dernières valeurs. En tout cas, quand je regardais les rentabilités, c'est juste monstrueux, genre 17%, même plus que 17% en moyenne sur 5 ans. Ce qui m'étonne que la dernière valeur qui est inférieure à la moyenne, parce qu'au contraire, moi je trouvais que normalement aujourd'hui, ils devraient augmenter leur rentabilité. Mais bon, mais là c'est vrai que vous voyez, donc c'est là la raison pourquoi elle est mal aimée par le marché, parce que visiblement elle perd des profits. Donc là, earning per share, elle a baissé, il était divisé par deux. C'est quand même dommage. Et la dette, par contre, c'est assez étonnant, effectivement. Donc, current ratio aussi, il est en dessous de 1. Donc, il y a quand même une certaine fragilité financière par rapport à cette valeur. Après, il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre qu'est-ce que c'est comme dette. Parce que c'est vrai que 1400%, ça me paraît quand même énorme. Je vais jeter un œil sur, vu que je suis dessus, je vais quand même jeter un œil sur Guru Focus. Donc ça, ce sont nos ratios que nous regardons d'habitude. Piotrowski, bon, Piotrowski, c'est un peu long à expliquer ce que c'est. Mais c'est assez intéressant tous ces scorings en fait. Moi j'aime bien ce genre de choses, même si ce n'est pas une panacée en fait, mais ça donne un bon aperçu de la qualité de la valeur. Même si Piotrowski j'aime pas trop en fait comme scoring, mais il y a des scorings qui sont super intéressants. J'ai déjà fait une vidéo qui représente ce que c'est Altman Z-score. Ça c'est la probabilité de faillite de l'entreprise. Donc quand ça dépasse 1,8, bon, après je sais pas pourquoi le scoring était conçu comme ça pour que ce soit pas la valeur ronde, mais bon bref. Il faut demander à Monsieur Altman pourquoi elle a décidé comme ça. Et donc là, on est dans la zone de 3, donc ça veut dire que selon GoFocus, il trouve que c'est relativement safe. Donc après, je ne sais pas ce que nous montre ici Investing, ça me paraît un peu surprenant de voir la dette to equity ratio à presque 1400%. Et Benechem score, juste pour information, que ça c'est la probabilité de manipulation comptable. Donc ça c'est assez intéressant comme ratio aussi, qui peut nous donner une certaine certitude de la pertinence des chiffres que nous allons voir sur notre onglet. Donc, pam pam pam, Citrix. Donc là je vais juste faire... Bon, voilà, donc là on revalide les marges qu'on vient de voir sur Investing. Ouais, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que vous pouvez regarder que Total Liability, et en plus, total current liability, ça veut dire que c'est les dettes qui sont dues dans l'exercice en cours. Donc elle est juste énorme par rapport à l'equity. Assez surprenant, mais il me semble que ça devrait être lié à un phénomène probablement non récurrent. Pourtant, je vois que ça dure déjà depuis... Non, en fait, ça a commencé à partir de 2017. Donc c'est à partir de 2017 que ça a commencé à déraper et probablement c'est ça que le marché n'aime pas. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant parce que là, la dette long terme et court terme ensemble, ça fait 4 milliards presque. Et l'equity, ça fait seulement 839 millions. Donc ouais, c'est vrai que ça fait peur. Mais ça, c'est pour 2017. Là, maintenant, c'est que l'equity est en train de s'éroder pour cette entreprise. Il faut que je creuse un tout petit peu plus pour cette valeur. J'avoue que ça fait un peu peur. Parce que c'est quand même fondamental. C'est une action, me semble, très risquée du point de vue de l'endettement. En même temps, probablement, il y a une raison. Il faudra ouvrir un bilan pour comprendre qu'est-ce qui fait que l'entreprise s'est endettée comme ça d'un coup pour justement expliquer cette incohérence. Probablement, il n'y a rien de grave. Hein. Ça arrive aussi. Et en plus, les ratios qu'on voit sur Guru Focus ne sont pas si catastrophiques en fait. Bon,
bizarre. Je passe sur les autres valeurs. Regeneron, en fait, ça c'est une biotech également que j'aime beaucoup, elle a fait 14%. Microsoft, je suis à plus 5%. C'est une grosse position que je n'ai pas encore vendue. Pourquoi je ne l'ai pas encore vendue? Parce que je considère si jamais les marchés commencent à se corriger, j'aurai toujours le temps pour vendre cette valeur. C'est pas la valeur qui va baisser à 10% sur une journée, donc ça me paraît... ça me fait pas trop peur de la garder. Donc ça, c'est la valeur Checkpoint thérapeutique, mais elle est méga volatile. Donc là, j'étais à moins 30%, maintenant je suis à moins 15%, j'étais en positif. Donc elle fait les sauts comme ça, et c'est pour ça que je la garde. Et c'est seulement 0,5% de mon portefeuille, c'est vraiment rien du tout. Je la garde pour l'instant, je vais la sortir en dernier, bon, parce que si j'ai un peu de chance, probablement elle va remonter juste avant que je la vende. Merck, je trouve vraiment une superbe Big Pharma qui est pas valorisée cher. Donc là, je suis à peu près à 4% en plus-value. Gilead Science, ça c'est l'entreprise que j'ai acheté, une biotech que j'ai acheté il y a très longtemps. C'était en pleine crise de Covid quand on avait une grosse prime qui s'est érodée. C'est un petit peu le même style de valeur comme Biomerio parce que Gilead à l'époque elle proposait en médicaments, pas les vaccins, en médicaments contre coronavirus qui était très controversé en fait, qui d'ailleurs Donald Trump s'est fait soigner avec ce médicament entre guillemets et finalement il a perdu toute sa prime Covid une fois que les vaccins ont été trouvés. Et maintenant ils sont plus spécialisés dans les recherches des médicaments contre les traitements contre le sida et donc il y en a tout un tas de produits dans leur pipeline. C'est une grosse biotech en fait, il faut vraiment pour les catégoriser, il faut toujours se rappeler qu'il y a des différentes sous-catégories de biotech, il y a des petites comme Checkpoint et il y a une grosse comme Gilead, voilà, donc là c'est une grosse biotech, pour l'instant je la garde aussi, donc là il a rebondi, j'étais à moins 30% à un moment donné. Editas Medicine, ça c'est vraiment une micro-position aussi que j'ai et elle fait partie de mon portefeuille global d'exposition sur la technologie CRISPR, avec CRISPR thérapeutique, avec Unicure, que j'ai vendu d'ailleurs, qui était aussi dans mon portefeuille, dans le même esprit. Editas Medicine, vu qu'elle est en perte, elle reste encore dans mon portefeuille parce que j'ai toujours un petit espoir que les valeurs volatiles comme ça peuvent encore rebondir, parce que de toute façon la position n'est pas très grosse. Ma valeur principale, comme je dis toujours, que la meilleure pharma que je trouve holding, Roche Holding, suisse, déjà à 21%, donc elle a bien remonté ce dernier temps. Donc effectivement, je vais la vendre en dernière parce que je vais la reprendre juste sur le compte Interactive Brokers. Zynex, c'est les appareils médicaux. J'étais dans le rouge, je m'attendais qu'elle remonte, elle a remonté, donc je suis déjà presque à l'équilibre. Pour l'instant, elle est toujours dans mon portefeuille, c'est une valeur extrêmement rentable. C'est un petit peu comme la Biomed, pour ceux qui sont depuis un moment sur la chaîne Mind the Cash, vous savez que c'était une de mes valeurs préférées, et ça c'est un peu le même style. Donc ne soyez pas étonnés que les valeurs que vous voyez aujourd'hui, s'il y en a beaucoup qui sont dans le rouge, c'est tout simplement parce que je les vends en dernier. J'ai vendu les valeurs qui m'ont fait vraiment des gros profits. C'est souvent des valeurs hype, les valeurs que moi je trouve seront les plus frappées s'il y a une correction boursière. Pour l'instant, j'ai gardé soit des valeurs où je suis dans le rouge et la taille de position n'est pas importante, soit les valeurs de fonds de portefeuille que moi je garde quoi qu'il arrive, parce que le temps que je me prépare les comptes chez un autre broker, je vais les vendre en dernier, style Microsoft, style Roche Holding, Merck également, donc là je les garde. Et bon, c'est pour ça qu'il y a un petit peu du rouge en fait dans mon portefeuille actuellement, c'est juste parce que c'est celle que je vais décider de vendre en dernier. Et d'ailleurs, c'était pas un mauvais choix parce que finalement, cette semaine, ces valeurs, ils ont repris pas mal, notamment Editas Medicine, parce que j'étais beaucoup plus dans le rouge à un moment donné. Maintenant, là, il a repris, je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc maintenant, nous allons passer au sujet principal de ce café de dimanche, qui est déjà un petit peu particulier parce que je vous ai montré quand même mon portefeuille principal. Et nous allons parler des indices. La question que je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que les marchés sont chers? Dans la dernière vidéo, je ne sais pas si je vous ai fait peur ou pas, mais en tout cas, je vous ai fait part de mon sentiment assez négatif par rapport au marché pour cet été 2021. Je vous ai montré mes prévisions. Voilà, donc c'est le fichier que j'ai montré la semaine dernière. Et dans mes prévisions, je disais que je m'attends à une correction au mois de juillet et au mois d'août, probablement une correction assez forte, sachant que forcément, pendant ces 2 mois, notamment le mois d'août, il y aura moins de liquidités, donc tous les phénomènes vont être amplifiés, en tout cas légèrement sur les marchés financiers. Et je m'attendais que dans certains scénarios, on peut arriver au niveau de 3400 sur S&P 500, donc c'est énorme, sachant qu'aujourd'hui on est à 4003.
C'est une vision que j'ai présentée en détail, vraiment en détail la semaine dernière. Je vous invite de revoir cette vidéo si vous voulez comprendre un peu mieux pourquoi je pense comme ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi de transférer mes titres entre les brokers à ce moment-là. Donc il y a quand même une part spéculative dans cette démarche. Donc c'est pas juste parce que je voulais changer le broker, j'ai bien choisi le moment quand moi je pense que le marché est le plus fragile. Donc maintenant, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question, est-ce qu'en état actuel des choses, donc c'est le 26 juin 2021, est-ce que les marchés sont chers ou pas? Donc évidemment, on va faire un petit peu l'analyse technique, on va regarder les graphiques et on va essayer de se projeter, voir à peu près de repérer les niveaux sur les différents indices. Je vais commencer cette présentation par l'indicateur de Warren Buffett. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un indicateur qui permet de comparer une valorisation des marchés américains, de marché évidemment des actions, par rapport au PIB américain. Et donc, cet indicateur, il a un très bon track record, parce qu'il a permis de prédire les grandes chutes boursières. Donc ça, c'est le graphique que vous voyez sur votre écran qui commence en 1990, qui vous montre que ce ratio, qu'il montrait le niveau de survalorisation juste avant la crise de dot-com. En revanche, pendant la crise de subprime, cet indicateur n'a pas été trop efficace, donc il a remonté, c'est sûr, mais il n'a pas remonté suffisamment pour qu'on puisse l'utiliser afin de prédire cette crise. En revanche, il a bien nous montré le bottom, en fait, le plus bas de cette crise. Donc là, vraiment, il nous montrait que le marché était très sous-valorisé en début 2009. C'est le point que tout le monde rêverait être aujourd'hui pour acheter à fond et emprunter pour acheter encore. Donc cet indicateur quand même mérite d'être analysé parce que déjà il était conçu par l'investisseur le plus, on va dire, le plus génial de tous les temps, je pense qu'en tout cas le plus connu. Et aujourd'hui, cet indicateur nous montre, comme vous voyez sur votre écran, vraiment les niveaux absolument incroyables. Et là, selon cet indicateur, on devrait déjà avoir une chute boursière énorme depuis un certain temps. Mais attention, ici, il y a une chose qui est quand même assez importante, c'est que le Warren Buffett lui-même, il dit que les réalités économiques changent si nous sommes dans un contexte des taux négatifs. Donc les taux négatifs, ça permet de valoriser les actifs à l'infini. C'est les paroles de Warren Buffett même, donc ça veut dire que probablement il faudra aussi corriger un petit peu ces indicateurs quand on les regarde par rapport aux données historiques. Parce que c'est vrai qu'en 2000, 2008 et dans les années 90, forcément, les conditions économiques n'étaient pas les mêmes. On n'avait pas les QI, on n'avait pas les taux négatifs, etc., etc. Donc cela veut dire probablement que c'est un indicateur, il faut prendre avec des pincettes et ne pas donner trop de poids à cet indicateur aujourd'hui. En revanche, un autre indicateur que je vous propose aujourd'hui, c'est le PE ratio historique de toutes les sociétés qui font partie de l'indice de S&P 500. Donc là, on peut voir que cet indicateur nous a bien encore montré la crise des dot-com. La crise de dot-com, en fait, sur tous les indicateurs, ça ressortait comme vraiment assez facile à détecter. Ensuite, pour la crise des subprimes, cet indicateur est resté dans une standard déviation, c'est en écart type en français si je ne me trompe pas. Donc c'est un niveau relativement élevé, mais on ne peut pas dire que les marchés étaient chers de point de vue de PE ratio à ce moment-là quand la crise des subprimes s'est déclenchée. Mais n'oubliez pas que la crise des subprimes s'est déclenchée de manière quand même assez spontanée suite à la faillite de Lehman Brothers. Donc c'était quand même un événement qu'on appelle le Black Swan parfois. Donc on peut dire qu'on pourrait prévoir cette crise parce que, comme vous avez vu probablement dans le film The Big Short, si vous n'avez pas vu, je vous conseille vivement. Donc il y avait des personnes qui ont analysé le marché de l'hypothèque américain et qui ont réussi d'adapter leurs investissements, bon short sur le coup, pour profiter de cette crise future. Probablement, ils ont eu juste de la chance, parce que il y a toujours des gens qui sont short, il y a toujours des gens qui sont longues, et il y en a certains qui gagnent et certains qui perdent. Donc, quand les choses ont eu lieu, forcément, on se rappelle de personnes qui ont gagné des millions ou des milliards sur les crises, et après, ils font la une des grands journaux financiers, que par exemple Michael Burry, qui est devenu connu grâce à ce film, grâce à la crise de subprimes, mais qui sait, probablement, elle a juste eu de la chance à cette époque-là, et son track record après les subprimes n'est pas aussi impressionnant d'ailleurs. Et c'est le cas pour beaucoup, si vous voulez, des grands gagnants de ce type. Donc ça, il faut quand même faire attention quand vous regardez ce que font les anciens gagnants des grosses crises, ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pas toujours un très bon indicateur. Voilà, donc si je continue sur le PE ratio, donc en tout cas ce PE ratio nous a bien montré qu'en début de l'année 2009, il fallait acheter,
Et aujourd'hui, nous nous rapprochons de la deuxième standard deviation. Donc on est encore très loin de bubble des années 2000. En revanche, on est beaucoup plus haut que la moyenne. Donc j'ai trouvé encore un autre site qui montre les chiffres statiques. Donc vous voyez, c'est que les PE ratios estimatifs pour début 2021, pour janvier 2021, parce qu'on n'a pas encore les chiffres trimestriels, donc ils sont 2 fois supérieurs au janvier 2020. Mais pourtant, le janvier 2020, c'était pas encore la crise de Covid. Le marché il était assez optimiste le 1er janvier 2020, donc du coup le marché il était considéré comme relativement cher et il ne faisait que 25 PE. Donc aujourd'hui, nous arrivons à 40, 45 et ça c'est quand même énorme. Moi je trouve c'est une des raisons pourquoi aussi je décidais de vendre mon portefeuille aujourd'hui et se retrouver presque hors marché dans cette période et pas une autre. Vous voyez? Voilà. Donc là maintenant je vais passer sur l'analyse technique pour essayer quand même d'anticiper les tendances et quand les mouvements peuvent se faire. Donc là je recommence comme d'habitude par l'indice Nasdaq. Donc là je me suis planté avec mon modèle des vagues Elliott à l'époque que je vous ai présenté. Je m'attendais en fait, je fais toujours très honnêtement parce que j'essaie d'être à 100% honnête, j'espère que ça mérite un like comme je dis toujours, c'est que je m'attendais qu'on ait une correction à partir des niveaux de 13 514 à peu près, donc vous voyez que ça c'est la ligne que je dessinais il y a encore quelques semaines, parce que je considérais que il y a eu 5 vagues de Elliott et la 5e vague elle était raccourcie, parce que j'avais du mal un petit peu à imaginer l'avancement au-delà de 14 000 durables, et donc à un moment donné le marché m'a donné raison, donc là j'ai cru que ça y est, on est reparti au modèle de correction ABC, mais finalement on a fait A, on a fait B, mais par contre on n'a pas fait C, comme moi je m'attendais, et là on est reparti visiblement à la hausse, et je ne sais pas comment maintenant on peut faire rentrer ce schéma dans le pattern standard des vagues Elliott. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je suis neutre sur le Nasdaq, je trouve que c'est très haut, je trouve objectivement que nous n'avons pas de fondamental pour justifier la suite de la hausse, déjà tous les marchés sont très importants, vous savez que le poids des FANG et des GAFAM sont très importants dans les marchés, et certains GAFAM, je me questionne par rapport à certaines composants des GAFAM, notamment Apple, par exemple. Apple nous délivre, certes, c'est une société très rentable, ça reste très rentable, mais par contre, je ne vois pas des gros projets qui pourraient faire rêver les investisseurs pour faire monter le titre très haut. N'oubliez pas que c'est un locomotive de la côte américaine, donc ça veut dire s'il y a une correction sur Apple qui pour moi est très justifiée, c'est pas parce qu'elle est chère. Je ne trouve pas que Apple est cher. Je trouve que tout simplement cette entreprise, elle passe dans une autre catégorie. Avant, c'était une catégorie de croissance. Maintenant, elle risque de basculer dans une catégorie de slow grower, comme les appelle Peter Lynch. Et donc, ça veut dire qu'ils vont augmenter les dividendes, ils vont continuer à être profitables pendant encore pas mal d'années. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas vraiment de levier de croissance énorme que les marchés modernes attendent. En fait, les marchés modernes attendent pas forcément les profits, ce qui est assez hallucinant, mais ils attendent à se faire rêver. Donc, par exemple, comme les Tesla, comme les Coinbase, comme les Virgin Galactic, qui ont vraiment fait une fusée cette semaine. Donc, ça, ce sont des entreprises de l'année 2021 qui font rêver les investisseurs. Mais est-ce que Apple va pouvoir convaincre de cette façon aussi les investisseurs? Je ne sais pas. Les autres composants des GAFAM, type Amazon, Microsoft, c'est autre chose parce qu'ils sont positionnés sur l'intelligence artificielle, sur les diverses technologies futuristes. Apple se positionne aussi, mais en tout cas, moi, peut-être, j'ai pas vu quelque chose, j'ai pas vu des résultats concrets. Il en parle, mais je ne vois pas trop du concret dans ce que Apple veut faire. Et pourquoi je parle beaucoup d'Apple? Parce que je vous dis que pour moi, c'est quasiment un indicateur macroéconomique. Si Apple baisse, forcément, il va tirer vers le bas toute la côte américaine. Et donc, ça, c'est la réalité des choses. Et du coup, ça va casser les niveaux et les indices peuvent repartir à la baisse. Donc, il faut faire quand même toujours attention à ce que fait Apple. Donc, tout ça pour dire que je n'ai pas de vision claire sur Nasdaq. Donc là, je n'ai pas de position ni short ni long. Au pif, je dirais que on peut s'imaginer en fait le prolongement de la hausse jusqu'à 15 000, mais au-delà de 15 000, franchement, je ne vois aucun catalyseur pour faire monter le marché. Donc là, une des grandes nouvelles économiques de cette semaine, il faut que
la mentionne quand même parce que c'est le café de dimanche, c'est que le package de Biden, il a passé le Sénat pour 570 milliards, si ma mémoire est bonne. Bon, après, il y a quelques milliards de plus, de moins, de nos jours, ça ne compte pas. Mais pour moi, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais le marché l'a joué en bull market, mais en tout cas, ce package, il est de plus en plus controversé parce que c'est ce package qui, quelque part, trigger les mauvais sentiments des marchés par rapport à l'inflation. Parce que je ne sais pas si, par exemple, demain, Biden propose un autre package de même niveau, donc là, il va doubler son package, en gros. Je ne sais pas si ce sera une tellement bonne nouvelle sur les marchés parce que les conséquences macroéconomiques sur le fond de l'inflation peuvent contrebalancer les avantages pour les bourses et pour l'économie réelle. Donc, je ne sais pas, il y a quand même deux paramètres très importants qui se battent, en fait. Donc, d'un côté, qu'effectivement, on injecte des sommes stratosphériques dans l'économie. Donc, ça, c'est bien pour les marchés en principe, mais est-ce que ça ne va pas créer un majeur déséquilibre macroéconomique? Parce que c'était quand même du populisme préélectoral de Biden. Donc, il ne faut jamais oublier de ça, parce que c'est quelque part grâce à ces packages, grâce à cet argent facile qu'ils ont distribué sur les comptes des Américains, c'est en partie grâce à ça qu'il a gagné. Donc c'est quand même, il faut quand même faire attention que cette nouvelle n'est pas forcément bonne. Bon, en tout cas, aujourd'hui, elle est bonne, mais elle ne va pas forcément rester une bonne nouvelle pour les marchés. Donc faites attention à ça. C'est juste un commentaire macro rapide. Parce que ça, c'est un événement, je pense, qui était le plus important cette semaine. Voilà, sur S&P 500, il y a un petit peu plus de clarté, mais ici, je risque d'être un peu trop bearish, parce que si je continue mon raisonnement en se basant sur les vagues et les hautes, ça c'est le modèle que moi j'aime beaucoup. Ici, l'image est plus claire, hein, clairement, parce que là, nous avons fait la première, troisième vague qui était rallongée, c'est vraiment typiquement le pattern. Après, la quatrième vague, elle était courte, et la cinquième vague, où on arrive aujourd'hui, qui correspond vraiment au niveau de 4300 à peu près, pour arrondir, à partir duquel on peut voir une correction. Et donc là, la première vague de correction A, qui devrait atteindre au niveau de la fin de la vague 4, et donc ça fait déjà peur, hein, vous voyez, donc ça fait au niveau de 3800 à peu près. Donc là, je n'ai pas dessiné peut-être de manière très exacte, mais voilà, mais 3750, si je reviens sur mon timeline que vous venez juste de voir, on s'approche déjà pas mal à mon objectif de mois d'août. Hein. Donc c'est déjà une sacrée correction sur les marchés financiers. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu hésitant de vous proposer ce pattern, parce que je ne veux pas passer dans un camp des Olivier de la Marche où je vais commencer de dire que le monde va s'écrouler. Mais parce que si on regarde ce pattern, ça donne cette image. En tout cas, voilà. Mais en tout cas, pour être objectif, je ne vois pas trop des raisons macroéconomiques pour justifier ça. Je vous ai parlé de l'inflation qui m'inquiète, mais l'inflation, c'est quelque chose déjà connu. Donc, vous voyez, le marché s'est préparé mentalement déjà que la Fed va un peu bouger, il y aura un petit peu de volatilité dans leurs décisions. Donc là, je pense que le marché il va en quelque sorte accepter un peu plus d'incertitude. Donc ça, pour moi, ça devrait triggerer une correction sur le marché financier, mais est-ce que ça sera une correction aussi importante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça se confirme, dans ce cas-là, on attend déjà très rapidement mon niveau proche de mon niveau cible. Ensuite, un rebond. Et là, avec ce pattern, vous voyez, on arrive pile poil sur mon niveau de 3400, qui est mon niveau au pire des cas. On peut arriver sur S&P 500 au mois d'août. Mais attention, en fait, il ne faut pas prendre toutes mes timelines comme mes pronostics. Donc en fait, ça, ce sont mes réflexions. Aujourd'hui, je suis sorti de le marché parce que moi, je considère que ce scénario, il est relativement probable. Donc il y a une haute probabilité que ça peut se passer comme ça. Peut-être que ça sera moins, peut-être que ça ne sera pas aussi brutal, peut-être que rien ne va se passer. Je ne suis pas en train de faire des pronostics ici. En fait, quelque part, ce timeline, il permet d'ajuster mes décisions dans mes investissements, dans mes divers portefeuilles. Donc comme vous savez, il y en a 3 portefeuilles sur la chaîne Mind the Cash. Donc les 2 que je présente publiquement, c'est le portefeuille PEA, le portefeuille rentier. Et troisième portefeuille qui est le mien, que je présente soit partiellement, mais je présente un peu de moins en moins parce qu'il correspond tout à fait à mon profil de risque et je ne suis pas nécessairement sûr que c'est adapté à tout le monde. Voilà, et donc vous voyez, donc les chiffres, paradoxalement, ça colle. Donc sur l'image technique, la semaine dernière, je n'ai pas encore fait ces vagues et les hautes sur S&P 500, j'ai mis par rapport au niveau que j'ai vu sur le graphique, mais aussi sur les Elliott, on retombe sur le même niveau de 3400. Donc probablement, on peut commencer à se demander qu'il est possible que les choses se déroulent comme ça. Donc si je regarde les RSI,
On peut imaginer que la cinquième vague va se terminer quelque part juste au-dessus de la ligne de surachat. Ensuite, cette forte correction va nous ramener de telle ou telle manière vers le bas du canal, où forcément il y aura une vague d'acheteurs. Donc ça correspond à la ligne A. Et donc c'est à ce niveau-là, on va remonter un tout petit peu pour ensuite sortir dans les zones de sous-achat. Donc ça, c'est la zone de sous-achat sur le graphique daily. Ça, c'était justement pendant la crise de Covid. Et c'est à ce moment-là, il faudra effectivement acheter de manière assez agressive. Bon, c'est une projection, ça ne concerne que moi, c'est mon avis, ça peut ne pas se passer comme ça du tout, ça peut continuer à monter, parce que bon, il y a un contre-argument que l'argent sont toujours là, donc les QI sont toujours là, donc les taux ne remontent pas, bref. Chacun a son avis, mais en tout cas, de point de vue technique, je vois les patterns qui sont quand même assez alarmants. Et moi, je trouve que c'est mieux de passer l'été tranquille. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Après, chacun décide comme vous. Je vous rappelle toujours que je suis un amateur. Je n'ai aucune licence de conseil d'investissement, de formation, d'apprentissage. Tout ce que je dis ici, c'est purement mon avis. Je partage mes expériences et mes ressentis par rapport à la situation actuelle des marchés. Et voilà un petit nouveau pour ce café du dimanche, c'est le CAC 40. Je sais que vous êtes tous intéressés par le CAC 40 parce que c'est vrai que nous sommes en France, même si moi j'investis pas énormément dans les valeurs françaises, sauf le portefeuille PEA d'ailleurs que je vous présente tous les mois. Je vais quand même essayer de faire l'analyse technique. Là, à risque de me faire critiquer, à risque de me faire défoncer. N'hésitez pas de me critiquer par rapport à mes choix, par rapport à mes on va dire, vision sur le CAC 40. Il y en a beaucoup sur la chaîne Telegram. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelle est la chaîne Telegram que vous pouvez rejoindre également. Où je n'étais pas trop présent cette semaine, désolé, mais ça va être mieux la semaine prochaine parce que là, je commence à faire un peu souffler parce que là, c'est vrai que la semaine dernière, c'était trop chargé. Et donc, sur le CAC 40, l'image que j'ai vue rapidement aujourd'hui, elle est complètement différente au marché américain. Donc ça, clairement, pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, aujourd'hui, nous sommes que dans la troisième vague de hausse sur le CAC 40. Donc forcément, on peut s'attendre à une correction. Donc là, la correction est assez forte. Mais après, c'est difficile à dire jusqu'à où ça peut aller. Je dirais que ça peut aller peut-être jusqu'en tiers de la longue vague 3. Donc celle qu'on a vécue après la crise de Covid. Et donc là, je dirais au pif que ça sera au niveau de 5800. 5800, c'est déjà une forte correction hein, quand même. Mais c'est le même image que je vois sur tous les indices en fait. Si mon pattern est bon. Encore une fois, si vous êtes d'accord avec le pattern des vagues et les hautes, dans ce cas-là, aujourd'hui, dans l'état actuel des marchés, ça nous prédit une correction assez profonde. Mais la différence que pour CAC 40, ça ne sera que la quatrième vague, tandis que pour S&P 500 et Nasdaq, comme on vient de voir, ça sera déjà vraiment la fin de tout ce setup des vagues et les hautes. Donc la situation, elle est quand même très différente. Et ce qui est probablement normal parce que la structure de CAC 40, il est très différente par rapport aux indices américains qui sont blindés des GAFAM, comme je vous ai dit, qui sont valorisés de manière hallucinante. Et évidemment, ça donne les patterns différents pour ces deux indices. Donc c'est probablement logique de voir ça. Donc en fait, pour le CAC 40, donc là je vois que la fin imminente de la vague 3, notamment je pense que ça sera une correction sur les valeurs bancaires. Je sais que j'ai proposé d'acheter les valeurs bancaires dans le PEA récemment et que je n'ai pas fait encore d'ailleurs. Je vais acheter Crédit Agricole et SNP Assurance la semaine prochaine. Mais en tout cas je pense qu'avec la situation actuelle, et notamment avec les nouvelles de la part de la Réserve fédérale, ces secteurs peuvent être sous pression. Et donc c'est probablement ça qui va triggerer la correction sur le CAC 40, où les valeurs bancaires, ils ont quand même pas mal de poids. Ce ne sont pas les valeurs qui ont le plus de poids dans le CAC 40, mais les bancaires et Total d'ailleurs peuvent se corriger avec la correction du pétrole, notamment d'ailleurs pour Total. Donc voilà, très approximativement, je peux voir le CAC 40 baisser jusqu'à 1800. Donc pour moi, ça c'est vraiment la baisse cible lors de cette correction si elle aura lieu cet été. Donc voilà, bon, ça nous laisse déjà quand même une certaine marge de manœuvre, j'ai envie de dire. À la fin de cette vidéo, nous allons jeter un œil sur notre traditionnel tableau de bord. Donc là, les marchés ont bien rebondi cette semaine, après les hésitations des semaines précédentes. Donc encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas cette correction que je m'attends pour mois de juillet et mois d'août. Nous, mais nous ne sommes pas encore au mois de juillet et mois d'août. Donc du coup, il n'y a rien de grave pour mes pronostics. Ensuite, Apple, il a quand même pris de la valeur. Donc là, je vous ai dit que je doute par rapport à Apple, mais pourtant, le marché encore ne me donne pas raison. Donc, logiquement, l'euro, il a repris des couleurs après la forte baisse visée par rapport au dollar la semaine précédente, après la réunion de la Fed.
Et les taux ont remonté en corrigeant la courbe de taux. D'ailleurs, la courbe de taux s'est aplatie après le discours de Jerome Powell, ce qui est vraiment un très mauvais signe et pour les marchés et pour les valeurs financières, parce que les banques, en fait, elles sont sensibles à la forme de la courbe de taux. J'ai déjà fait une vidéo sur la courbe des taux il y a longtemps. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse une vidéo à ce sujet, parce que c'est un sujet assez économique, on va dire. Donc si vous êtes à l'aise avec ces concepts, déjà, c'est très bien. Pétrole continue à monter, donc j'ai fait un post la semaine dernière sur Telegram que pour moi il est possible qu'il attende jusqu'à niveau 79 de dollars sur Brent, mais ensuite je ne vois vraiment aucun potentiel parce que vraiment je ne crois pas qu'il dépassera, je ne crois même pas qu'il s'approchera à 80. Donc à 80 c'est un niveau extrêmement puissant et pour le dépasser ça va être compliqué, je pense qu'il va se retourner avant encore de s'approcher de ces niveaux-là. VIX s'est écroulé littéralement parce que je vous ai indiqué la semaine dernière que VIX elle a beaucoup monté après la Fed, mais VIX c'est pas un indicateur avancé, encore une fois c'est très difficile d'utiliser parce que donc il suit le marché en gros donc c'est pas, ça va pas dire grand chose. Et le Bitcoin, la chute de Bitcoin, là sur le coup j'avais raison parce que moi j'étais toujours très contre Bitcoin ces derniers temps, surtout après la Fed, parce que moi je trouve que le succès des cryptos il était directement lié à la politique des injections monétaires, il y avait beaucoup de l'argent facile et du coup beaucoup d'argent allé dans ces marchés spéculatifs. L'or sur une semaine n'a presque rien fait, mais l'or elle a beaucoup baissé ces derniers temps. Donc voilà, pas grand chose à indiquer, mais les marchés remontent sur un plan Biden probablement, je ne sais pas pourquoi ils remontent honnêtement, comme s'ils doutaient que le plan Biden passe, mais bon, ça c'est la vie, c'est les marchés. On ne peut pas en demander trop, donc pour moi ma vision reste la même, donc moi j'attends une correction, je ne sais pas quel sera le trigger, c'est difficile à dire aujourd'hui. En tout cas, il faut être vigilant. C'est pour ça que je choisis ce moment pour transférer mes titres d'un broker Saxo Bank et des Giro vers Interactive Brokers. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur les choix de broker. C'est pas facile de le faire parce que j'essaie toujours d'être objectif, mais pour moi, mes besoins, c'est les options notamment. Et donc pour vous, peut-être vous n'avez pas besoin de ça, et donc du coup, le choix ne va pas être sur le même broker. Je vais essayer de vous présenter les avantages et les inconvénients des différents brokers qui sont accessibles en France. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce sujet vous intéresse. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Bon dimanche, profitez du beau temps. Donc là, on n'a pas eu beaucoup ces derniers temps. J'espère que le dimanche se passera très bien pour vous. Allez, à très bientôt, Mind You Cash. Bye bye.